Avec une performance de 33,6% en 2024, pour cette année 2025, je vais essayer de continuer sur cette lancée sur le portefeuille et de garder l'avance qui a pu être prise sur les indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Pour ça, j'ai noté dans ma watchlist 5 actions qui me semblent être intéressantes pour 2025. Certaines sont déjà dans mon portefeuille et que j'attends pour renforcer, et d'autres qui pourraient être intéressants en cas de bonne valorisation ou tout simplement qui pourraient faire preuve d'achat dans cette année 2025. Dans cette vidéo, je vous dévoilerai donc le nom de ces 5 entreprises ainsi que pourquoi elles m'intéressent fondamentalement. On ne va pas juste s'intéresser à quelques chiffres qui sont accessibles un peu partout, mais pourquoi le business en lui-même m'intéresse. Et restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 5e entreprise est une entreprise que j'ai dans mon portefeuille. La première entreprise de ma watchlist pour 2025 n'est autre que Amazon. Alors pourquoi j'ai Amazon dans ma watchlist et probablement dans les entreprises que j'aimerais le plus acheter en ce moment? C'est tout simplement parce que pour moi, c'est les rois dans la devise du client is king. Donc pour satisfaire le client et faire des produits qui vont satisfaire les clients. Ce que j'apprécie plus particulièrement aussi avec Amazon, c'est que depuis qu'ils ont lancé AWS, ils sont sur un niveau de marge qui est assez exceptionnel et leader d'un marché où les autres concurrents sont Google et Microsoft, sauf que Amazon, eux, ils sont largement devant en termes de part de marché qu'ils possèdent. Ce qu'il faut savoir avec AWS qui est dans le domaine du cloud, la croissance du cloud est prévue à 20% par an sur les 5 prochaines années et Amazon possède entre 35 et 40% des parts du marché. Microsoft a à peu près 20 à 25 et Google aux alentours de 10%. Donc il y a quand même une excellente croissance à aller chercher là-dessus, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus profitables. Ce qui leur a permis d'entrer dans ce marché alors qu'à la base c'est un petit peu des outsiders, c'est qu'ils ont créé une sorte d'offre où il y avait quasiment qu'eux qui ont fait ça. En fait, à la base, quand les entreprises avaient besoin de data center, de cloud et tout ça, elles allaient contacter quelqu'un qui avait ça à leur proposer et ils allaient faire des gros contrats, des gros billings, etc. Donc, c'était pas du tout adapté aux startups, aux petits entrepreneurs, aux nouvelles entreprises, tout simplement parce qu'il fallait directement des gros contrats. Ce qu'Amazon a fait, c'est qu'ils ont tout simplement donné la possibilité de payer par carte et ensuite, ils prenaient toutes les micro-transactions. Tout ce qui avait des petits, des 1 $, des 50 cents, des 10 $, eh bien, ils allaient les prendre, ce qui fait qu'ils ont eu des petites entreprises qui sont venues. Ces petites entreprises, au fur et à mesure, sont devenues de grosses entreprises. Et à partir du moment où elles avaient déjà tout installé chez Amazon, elles n'allaient pas changer de service. Et donc, elles sont restées chez Amazon. Aujourd'hui, ils les facturent plusieurs millions pour ça, mais c'est parti grâce à des micro-paiements qui étaient faits à la base par carte bancaire. Ils ont aujourd'hui le gouvernement américain en client, Netflix également, qui a beaucoup de leurs séries sont hébergées sur des serveurs Amazon. Il y a une bonne partie du web aujourd'hui qui est hébergée sur des serveurs Amazon, tout simplement parce qu'ils ont été très bons à l'entrée du marché. Littéralement, ils ont créé un produit là où avant, à l'époque, en 2006, quand ça a été fait, il n'y avait pas vraiment de besoin. Ils ont vraiment créé quelque chose ici. C'est ce qui fait qu'ils sont aussi en avance, ou du moins aussi bien implantés sur le marché actuellement avec AWS. Pourquoi cette entreprise m'intéresse? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que l'erreur que font beaucoup d'investisseurs, c'est de ne pas s'intéresser à Amazon parce que la marge bénéficiaire est assez faible et qu'une grande partie du business model n'est pas ultra rentable. C'est-à-dire qu'avec leur service de livraison, de streaming, etc., c'est pas super rentable. Sauf que pour moi, ils sont sur 2 mines d'or. La première mine d'or, c'est la publicité. Et ils ont 2 plateformes où ils font de la publicité qui sont excellentes. On a Twitch. Twitch, c'est quasiment 3 milliards de revenus publicitaires par an pour une entreprise qu'ils ont acheté 1 milliard de dollars il y a quelques années. Et ensuite, nous avons la marketplace Amazon où littéralement, si une personne est sur Amazon, c'est qu'elle a une intention d'achat. Et ça, pour de la publicité, c'est quand même assez exceptionnel. Et ensuite, ajoutons à ça AWS qui a des marges énormes. Ça a permis à l'entreprise de devenir rentable il y a quelques années. Ça leur permet d'avoir une belle croissance potentielle future de leurs bénéfices. Et le truc, c'est que c'est assez récent tout ça. Donc, ça fait que les investisseurs n'analysent pas trop l'entreprise parce que quand on regarde que l'entreprise fait par exemple 17 milliards de bénéfices nets pour 600 milliards de chiffre d'affaires, on trouve que la marge est beaucoup trop faible. Sauf que si on regarde de plus près, les marges sont en croissance. Le ROIC, donc Return on Invested Capital, sont en croissance. Le ROE également en croissance. On a très peu de dettes pour une entreprise qui investit autant et qui était entre guillemets pas très rentable il y a quelques années. Et donc je trouve que ça permet de trier avec les investisseurs qui sont pas forcément très intéressés ou qui n'ont pas fait tout le travail. C'est pour ça que j'estime que Amazon est légèrement sous-évalué, même si on est sur les plus hauts historiques, c'est légèrement sous-évalué. Maintenant, il faut faire attention, les marges de sécurité sont pas énormes, donc il suffit qu'on ait un changement dans le sentiment du marché qui vienne impacter l'entreprise et ça risque de la faire baisser. Donc il y a quand même des risques à investir maintenant, mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça reste une très belle entreprise, c'est dans ma watchlist et je ne serais pas surpris si une opportunité se présente en 2025 que j'investisse dessus. La deuxième entreprise est Novo Nordisk. Cette entreprise est rentrée
rentré dans ma watchlist il y a quelques temps, tout simplement parce qu'il y a eu une baisse de plus de 15% en une journée suite à des résultats décevants sur une étude pour leur nouveau médicament qui devrait arriver, qui s'appelle CagriSema. Alors ce médicament devrait sortir en 2025. Et l'idée avec CagriSema, c'est tout simplement la bataille qu'il y a avec Eli et Lilly pour le diabète et le marché de la perte de poids. Il faut savoir qu'à la base, le Wegovy, c'est le marché des semaglitudes, c'est une autre molécule qu'ils ont chez Eli et Lilly, mais c'est les GLP-1. En gros, c'est des injections qu'on se fait qui permettent de perdre du poids, de changer ses habitudes, de plus avoir faim, etc. Donc c'est tout un marché et ils se sont rendus compte qu'à la base, c'était pour le diabète. Et ils se sont rendus compte en plus de ça que, en plus de soigner le diabète et d'aider les gens qui avaient un diabète de type 2, ça faisait perdre du poids aux gens. Donc ils ont directement sorti des médicaments pour la perte de poids. Par exemple, Ozempic qui est pour le diabète et le Wegovy qui est pour la perte de poids. C'est la même chose, c'est juste qu'ils ont rebrandé ça différemment. Et c'est pareil, le Z-Pound pour Eli et Lilly et le Mounjaro, Mounjaro c'est pour le diabète, Z-Pound c'est pour la perte de poids, c'est pareil. Sauf qu'à l'heure actuelle, Novo Nordisk, ils dominent le marché. Ils ont à peu près 30% des parts du marché dans le secteur du diabète et de l'obésité. Lilly est derrière, mais a une très belle croissance. Et l'avantage de Lilly pour le moment, c'est que leurs médicaments sont plus avantageux. C'est-à-dire que le Z-Pound ou le Mounjaro, ils ont 20% de perte de poids. Ils permettent une perte de poids après 68 semaines à peu près de traitement d'environ 20%. Là où Wegovy est plutôt autour de 15%, de Novo Nordisk. Donc, ils ont travaillé pour créer un nouveau médicament qui s'appelle CagriSema. Et il y a une étude qui est sortie où ils attendaient qu'il y ait une perte de poids de 25%. Malheureusement, la perte de poids n'a été que de 23%, ce qui a fait plonger l'action. Et grâce à ça, pour moi, il y a une opportunité pour plusieurs raisons. Premièrement, 23%, c'est toujours mieux que ce que fait Lilly, le concurrent direct. Deuxième chose, Novo Nordisk, même en ayant quelque chose de moins performant sur le papier, est devant en termes de vente. Ils ont la confiance des distributeurs, ils ont la confiance des professionnels de santé, ils sont devant dans la course. C'est dû au fait que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils se concentrent uniquement sur le diabète. C'est-à-dire que 93% des revenus de Novo Nordisk sont dus au diabète, au traitement du diabète type 1, type 2, à des traitements d'insuline, etc. Ça montre qu'ils ont vraiment une expertise et qu'ils se concentrent uniquement sur ce marché, là où par exemple Eli et Lilly vont se concentrer sur plusieurs autres marchés également. Et dernier point concernant ce médicament CagriSema, c'est que sur ce premier test qui a été effectué, il y a quand même eu 40% des personnes qui ont eu plus de 25% de perte de poids. Et surtout, c'était un test où les gens pouvaient l'arrêter quand ils voulaient. Ils n'étaient pas obligés d'aller jusqu'au bout de l'étude, ils pouvaient arrêter quand ils voulaient. Et de ce fait, on a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté avant d'arriver à la fin et ça a potentiellement changé les résultats. Je pense que le marché a réagi un petit peu de façon sévère par rapport à ça. Donc ça peut représenter potentiellement une belle opportunité en termes de valorisation. Surtout quand on regarde les chiffres, on a des marges opérationnelles supérieures pour Novo Nordisk par rapport à Eli Lilly. On a un ROIC qui est également supérieur, et ça si on prend sur 10 ans les données, c'est supérieur pour Novo Nordisk par rapport à leurs concurrents également. On a une croissance estimée à plus de 20% sur les 3 à 5 prochaines années, donc c'est très bien. On est sur un marché qui est en pleine expansion, en pleine croissance, dont Novo Nordisk est le leader également. Et pour couronner le tout, le moat est énorme parce que déjà, il y a quasiment que 2 concurrents qui sont Sanofi et Eli Lilly. Deuxième chose, dans ce genre de secteur, pour avoir un médicament qui va être approuvé par la FDA, il faut qu'il soit meilleur ou qu'il apporte quelque chose en plus que les médicaments déjà en place. Sauf que vu ce que fait Novo Nordisk, vu les investissements qu'ils font et qui sont toujours en train de déposer des nouveaux brevets parce qu'il y a des micro-améliorations à chaque fois sur leurs médicaments, c'est très compliqué pour une nouvelle entreprise d'entrer sur le marché. Ils ont complètement fermé le marché parce qu'ils se sont vraiment spécialisés là-dedans et ils dépensent des milliards et des milliards tous les ans. Donc ça va être compliqué d'avoir de nouveaux concurrents dessus et potentiellement même quand on aura des médicaments génériques que les brevets seront éteints, tout simplement parce que le Wegovy, le Ozempic, le enseignement CagriSema dans quelques années qui devrait sortir en 2025, c'est des images de marques fortes et les gens pour ça, ils se diront on va pas prendre un médicament générique, on va aller chez eux tout simplement parce qu'ils ont une image de marque forte et c'est une marque qui est reconnue dans ce domaine. Donc pour toutes ces raisons, en plus bien sûr de la qualité des chiffres qu'affiche Novo Nordisk, je trouve qu'il y a potentiellement une opportunité à aller chercher en 2025. Donc je la regarde attentivement pour potentiellement investir dessus. La troisième entreprise est Napco Security. C'est une small cap américaine qui font des services et des produits dans le domaine de la sécurité, mais pour les entreprises. Ils vont vendre à des écoles, des entreprises, etc. Des trucs de sécurité, c'est par exemple des alarmes incendie, des trucs pour sécuriser l'électronique qu'il y a dans une école par exemple, etc. Qui fait que quand ils ont un client, déjà c'est un client qu'ils vont garder pour longtemps. Mais en plus de ça, il y a quelques années, ils ont fait un shift dans leur business model où en plus de venir installer ces systèmes de sécurité, ils proposent un abonnement avec du software derrière. Et pour ce genre de choses, par exemple quand il y a un feu, que ça appelle les pompiers, si l'abonnement passe de 20 à 25 balles par mois, a priori vous allez les payer ces 5 balles de plus, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est super important parce que ça joue sur la sécurité. Donc la première partie du business, qui est installation de ces trucs de sécurité, il y a énormément de concurrents et c'est un marché qui n'est pas saturé à l'heure actuelle aux États-Unis.
États-Unis, mais où il y a du monde. Donc c'est pour ça qu'on est sur une small cap, parce qu'ils ne peuvent pas vendre beaucoup là-dessus. Par contre, sur le marché des software, c'est excellent pour venir avoir des clients récurrents, pour avoir une prédictabilité des revenus. Ça marche quasiment à 90% de marge, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ça apporte une croissance qui est très stable, à plus de 15% par an. Un autre point que j'aime bien avec les équipements que propose NAPCO, c'est que contrairement à leurs concurrents, NAPCO, eux, ils peuvent être intégrés à n'importe quel système. Là où les concurrents, ils vont venir facturer et faire tout le système, et il n'y a que cette entreprise-là qui pourra utiliser le système et qui sera sur le système. NAPCO, eux, ils ont créé quelque chose qui fait qu'ils peuvent venir se connecter justement au système des concurrents, etc. Donc ça veut dire qu'une entreprise peut utiliser les services d'un concurrent de NAPCO et une autre partie des services de NAPCO pour venir les greffer dessus. Et donc c'est quelque chose qui me semble très bien pour venir prendre des parts de marché. Parce qu'à savoir que plus ils vont prendre des parts de marché, plus ils vont grossir, bien plus ils vont avoir personne dans leur partie qui marge haut, dans leur système d'abonnement avec des grosses marges, dans leur système de software avec des grosses marges. Donc ça va vraiment venir faire accélérer leur boule de neige et leur permettre d'avoir une croissance exponentielle pour le futur. Alors en ce qui concerne les chiffres, c'est très bien. Moi, mon algorithme, personnellement, il a noté cette entreprise à 90%. Okay, donc c'est une excellente note. On a peu de dettes, on a des marges en croissance, on a des ROIC en croissance également, avec plus de 50% de ROIC, c'est énorme. Et il y a vraiment une excellente gestion de l'entreprise et en plus de ça, on a une très belle croissance, chiffre d'affaires, bénéfices, free cash flow, etc. Maintenant que je vous ai fait rêver avec tout ça sur cette entreprise, il faut comprendre qu'il y a des problèmes également. Le premier problème, c'est qu'on a un groupe de short sellers, donc des gens qui parient à la vente sur des entreprises, qui se sont attaqués massivement à NAPCO parce qu'ils auraient eu des fraudes dans leur comptabilité et il y aurait eu des problèmes dans leur bilan comptable et ils sont accusés de fraude. C'est quelque chose qui fait très peur ça à Wall Street et donc on a eu plusieurs fois le cours de l'action qui a complètement décroché de 10-20% très rapidement, ça a même perdu 50% à certaines périodes. Donc il faut faire attention à ça, c'est la raison pour laquelle ce titre peut potentiellement être sous-évalué, c'est qu'il y a ces menaces autour de fraude comptable. L'entreprise agit très bien là-dessus, elle a embauché un expert, un cabinet d'experts indépendants pour venir faire auditer leurs comptes et surtout venir les aider s'il y a un problème au niveau de leur comptabilité, si ce problème est avéré et ressortir clean de tout ça. Donc pour moi, tout ça, ça permet de voir une opportunité parce qu'on a un événement qui est comptable, donc c'est pas un impact direct sur le business. Et donc cet événement comptable fait qu'on a un prix qui a baissé. Donc c'est là en général qu'on peut avoir de très belles opportunités. Maintenant à voir si est-ce qu'ils ont menti sur leurs chiffres. Si le problème comptable c'est que le chiffre d'affaires, les bénéfices nets, les free cash flow et tout ça, tout ce qui a été annoncé c'est complètement faux. Ou si le problème comptable c'est plus ou moins autre chose qui n'a pas d'impact directement sur le business. On en saura plus dans les années à venir ou dans les mois à venir, mais j'estime que le risque quand même en vaut la chandelle parce qu'une fraude pareille de chiffre d'affaires, de bénéfices nets, etc. sur une entreprise cotée en bourse, surtout aux États-Unis, c'est quand même très rare et il y a peu de chances que ça arrive. Un des autres points qui vont un petit peu pousser les gens à la vente sur cette entreprise, c'est que l'équipe de direction est très vieille. Le CEO, je crois, a plus de 70 ans, 75 ans et les autres directeurs sont aussi dans la soixantaine. Donc potentiellement, ça peut peur de se dire que ça va potentiellement changer bientôt. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça reste quand même un business qui est simple à opérer, qui fonctionne très bien. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de grands soucis pour changer le PDG dans les années à venir. L'entreprise numéro 4 dans ma watchlist est Evolution AB, aussi connu sous Evolution Gaming. C'est un fournisseur de jeux, de services pour les casinos en ligne. Ils évoluent dans le B2B, c'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas directement être des casinos en ligne, ils vont vendre des jeux aux casinos en ligne, ils vont vendre des studios également. Vous savez, si vous avez déjà joué au casino en ligne, par exemple au poker ou au blackjack, et que vous aviez une croupier ou une paire en face de vous, même si c'était en ligne, qui était sur votre écran, eh bien eux, c'est Evolution AB souvent qui a ces studios et qui permet d'avoir cela. Alors l'entreprise a des chiffres excellents, on a une très belle croissance, perspective de croissance à plus de 15% par an sur les 3 à 5 prochaines années, un ROIC qui est élevé, des marges qui sont élevées également, okay, qui sont bien plus élevées que leurs concurrents, donc ils ont un réel avantage concurrentiel par rapport à tout ça. Ils ont également des clients qui sont très satisfaits, les clients en général restent longtemps, quand ils commencent à travailler avec Evolution AB, c'est très rare qu'ils arrêtent pour passer chez un concurrent et qui sont beaucoup plus fiables et qui surtout ils fonctionnent très bien dans le temps. Donc il y a une excellente équipe de management, ils font des acquisitions intelligentes qui leur permettent de continuer de croître année après année. Maintenant, depuis quelques années, le titre se fait un peu bouder par les marchés. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à 40 ou 50% inférieur au plus haut historique qu'on a pu avoir sur l'entreprise. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on a pas mal d'événements au sein de l'entreprise qui inquiètent les investisseurs. Premier, c'est qu'on a des grèves assez massives en Géorgie où les trucs sont allés quand même assez loin. Les dirigeants essaient de trouver des solutions avec les syndicats, etc. pour que tout le monde soit content. C'est une question de semaines ou de mois avant que tout rentre dans l'ordre, mais ça a poussé l'action à la baisse. Deuxième chose, c'est que c'est une action dans le secteur des jeux casinos en ligne et c'est pas quelque chose qui est ESG friendly. Donc ça veut dire que tous les fonds d'investissement qui
doivent avoir des directives ESG, surtout en Europe, eh bien, ils ne peuvent pas investir dans cette entreprise. Ce qui fait qu'il y a plein de fonds qui ne peuvent pas arriver à l'entreprise, ce qui fait que le prix d'action ne monte pas. Troisième point, c'est que récemment, il y a eu une enquête qui a été ouverte par le gouvernement UK, donc Royaume-Uni, parce qu'il soupçonne des clients de Evolution AB de ne pas avoir leur licence de casino. Donc Evolution AB aurait vendu leur service à des clients qui n'auraient pas la licence pour être autorisés à vendre des services de casino en ligne au Royaume-Uni. Alors, a priori, le Royaume-Uni, ça représente 3 à 4% des chiffres de Evolution AB. Donc, même si on a le scénario catastrophe où ils ne peuvent plus vendre ça et ça c'est coupé, ça fait moins 3 à 4%, donc ça ne justifie pas toute la baisse. On peut aussi avoir potentiellement des amendes, mais aussi on peut avoir un scénario où il ne se passe rien, parce qu'il y a déjà eu des scénarios plus ou moins identiques il y a quelques années avec Evolution AB. Et en fait, à chaque fois, Evolution AB a montré patte blanche, ils ont montré ce qu'ils faisaient et ils ont toujours trouvé des solutions intéressantes avec les autorités pour continuer. Donc, je ne vois pas de raison que cette fois-ci ce soit complètement différent et que les seules chances, le management est vraiment très efficace. Une des dernières inquiétudes, c'est par rapport à la croissance et notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont des lois qui disent que pour avoir ce genre de service, si on veut l'avoir par exemple dans un État, eh bien, il faut qu'on ait un studio qui soit implanté dans cet État. Donc, ça veut dire que dans chacun des États des États-Unis, il va falloir implanter des studios pour pouvoir les services de Evolution AB dedans. Et donc ça peut venir faire baisser les marges assez drastiquement. Maintenant, je suis sûr qu'il devrait exister des solutions, sûr qu'ils sont en train de travailler sur des moyens, pas de contourner ça, mais d'en tirer le plus d'avantages possible. Mais ce sont les challenges que l'entreprise rencontre à ce moment. C'est potentiellement aussi ce qui fait qu'elle est sous-évaluée actuellement, tout simplement parce qu'une entreprise est rarement sous-évaluée s'il n'y a pas de raison derrière qui ont poussé le titre à la vente. Donc maintenant, à nous en tant qu'investisseurs de déterminer si les raisons de la baisse sont des raisons qui viennent nuire au business sur le long terme ou si ce sont des opportunités pour les investisseurs pour s'enrichir et potentiellement aller chercher de belles performances dans le futur. La cinquième et dernière entreprise que je vais vous présenter aujourd'hui est une entreprise que j'ai dans mon portefeuille, dans laquelle je crois beaucoup, tout simplement parce que j'utilise leurs services littéralement tous les jours. C'est probablement l'entreprise avec laquelle j'utilise leurs services quotidiennement, plusieurs fois par jour. C'est tout simplement Google. Donc ils ont mis du temps, Google, à performer en 2024. La première partie de l'année était assez compliquée. À partir de septembre-octobre, ça a commencé à accélérer. C'est d'ailleurs à ce moment-là, moi j'ai eu la chance de pouvoir entrer aux alentours de 155 $. En fait, ce qui fait qu'elle n'avait pas trop performé, c'est ses procès, ses lois antitrust, etc., qu'elle avait pris du retard sur l'IA. Alors, elle avait pris du retard. C'est juste qu'elle n'avait pas à afficher des résultats aussi impressionnants que ce qu'avait pu faire Microsoft, etc., avec ChatGPT et OpenAI. Mais Google semble s'être bien rattrapé. Il commence à sortir des outils d'IA qui deviennent de plus en plus performants. Et honnêtement, dans la course à l'IA, Google est potentiellement une des entreprises les mieux placées avec toutes les datas qu'elle est capable de récupérer. Pour moi, on a Amazon qui est très bien placé parce qu'avec AWS, il récupère énormément de data professionnelle. On a Google qui récupère énormément de data clients, que ce soit avec YouTube, avec Google Chrome, avec leur suite entreprise, etc. Ils récupèrent tellement de data qui, je pense, peuvent faire partie des principaux acteurs de l'intelligence artificielle et surtout de l'application de l'intelligence artificielle dans le quotidien. Ils ont également une belle position dans le cloud, ils sont troisième, ok, il y a Amazon, Microsoft et derrière Google avec 10% des parts du marché. Alors 10% c'est déjà très bien, surtout dans un marché comme ça, et surtout vu les marges qu'il y a dans ce marché, la profitabilité que c'est, et surtout que c'est un marché en croissance de 20% par an. En ce qui concerne les chiffres, on a une très belle croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices, des free cash flow tous les ans, très peu de dettes pour l'entreprise, excellent ROIC, ROE, également de très belles marges, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ils ont commencé à verser un dividende en début d'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc d'un côté, on a un business qui est vraiment d'excellente qualité, ça va être très compliqué de venir concurrencer Google aujourd'hui, ok, ils sont tellement bien en place, pour moi ils ont un avantage compétitif qui est énorme, et en plus de ça, ils ont des chiffres qui sont excellents. Donc, j'estime que sur les prochaines années, ça peut être un pari très intéressant, surtout pour aller chercher une performance supérieure à ce que peut proposer le marché. Si tu es un investisseur plutôt axé dividende, je t'ai préparé une liste d'entreprises que j'ai mis à jour en 2025, d'entreprises qui versent un dividende et qui l'augmentent tous les ans depuis au moins 10 ans, qui ont un faible niveau de dette par rapport à leurs concurrents, qui ont des bénéfices positifs tous les ans depuis au moins 10 ans et qui semblent également sous-évalués. Tu peux accéder à cette liste gratuitement via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dis-moi en commentaire quelles sont les entreprises que tu as dans ta watchlist, s'il y a des entreprises de cette liste qui t'intéressent et également sur quoi tu comptes investir en 2025. Je serais ravi de lire tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, pense également à liker la vidéo pour le référencement et à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!